Salut à tous, c'est Mr. Fox et vous écoutez actuellement Parlons VF, l'émission sur le doublage français. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Le programme de cette émission, d'abord, pourquoi une émission sur le doublage ? Eh bien, parce que le doublage est un sujet important, objet de nombreux débats et de nombreuses polémiques. Il y a les pour, il y a les contre, il y a ceux qui pensent que le doublage c'est la meilleure chose au monde, il y a ceux qui pensent que le doublage est une abomination. Jean Renoir, le célèbre cinéaste, disait que le doublage était une infamie. Alors cette émission a pour but de vous informer sur le monde du doublage et de vous aider à faire la part des choses. Parce que non, tous les doublages ne sont pas abominables, mais tous les doublages ne sont pas fantastiques non plus. Donc le but de cette émission est en toute modestie de vous instruire vis-à-vis du doublage. Durant cette émission, je vais vous présenter différents comédiens, souvent méconnus, qui travaillent dans le doublage. Je vous expliquerai les différentes phases que traverse un film avant de devenir un film en VF. Mais surtout, j'aborderai le doublage de certains films, ses bons côtés, ses mauvais côtés, ses points forts, ses points faibles, pour finalement vous encourager à voir le film en VO ou en VF. Voilà, donc au sommaire de cette émission, tout d'abord nous aurons une critique flash où nous parlerons de la version française du film The Avengers qui vient de sortir dans nos salles obscures. Ensuite, une nouvelle rubrique, le monde du doublage, où avec François Justamant, que nous aurons par téléphone, nous aborderons l'histoire du doublage français, un petit peu qui étaient les premiers films doublés, quelles techniques étaient utilisées, etc. Ensuite viendra l'heure de la chronique, et aujourd'hui la chronique sera le film Amadeus de Milos Forman. Et enfin, nous vous diffuserons une interview réalisée en juillet 2011, une interview des comédiens de Harry Potter. Voilà, mais tout de suite, on passe évidemment, avant toute chose, aux news. Tout d'abord, parlons du film The Amazing Spider-Man qui doit sortir dans nos contrées le 4 juillet. La nouvelle bande-annonce avait déjà été publiée il y a quelques semaines et avec étonnement, nous avions constaté un changement de comédien. En effet, ce n'était plus Julien Boiniche, mais Donald Renew qui doublait le rôle titre, donc Spider-Man, qui est interprété par Andrew Garfield. Alors, on s'est posé la question de savoir si cette voix allait rester pour le film, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les voix dans les bandes annonces ne sont pas toujours les mêmes par rapport au film fini. Mais Donald Renew nous l'a confirmé via son compte Twitter, il jouera bien le rôle de Andrew Garfield dans The Amazing Spider-Man. Alors un changement assez étonnant étant donné que Julien Boiniche l'avait déjà doublé sur des films comme Never Let Me Go ou encore plus récemment The Social Network de David Fincher. Alors est-ce que Donald Renew va devenir le doubleur attitré de Andrew Garfield ? La question reste posée. Niveau des news, il y a aussi le magazine Les Années-Lumière qui consacre une demi-page de leur numéro d'avril-mai au comédien Georges Aminel, disparu en avril 2007. Donc je vous invite à le lire parce que c'est assez rare qu'un magazine consacré au cinéma aborde le doublage français. Donc on rappelle que Georges Aminel, c'était la voix française de Dark Vador, la première voix de Gros Minet et la voix par exemple de Charlton Heston dans La Planète des Singes. Et puis, nous sommes toujours sans nouvelles de l'adaptation française de South Park. En effet, Game One n'a toujours pas annoncé la diffusion des nouveaux épisodes inédits, ce qu'ils font d'habitude. Alors, ça commence à devenir inquiétant, étant donné que les diffusions commencent généralement aux alentours d'octobre. Nous sommes en mai, donc on est en droit de se poser des questions. On attend des nouvelles, en attendant nos envoyés sur place, on va dire, les gens que l'on connaît dans l'adaptation, n'ont pas plus d'informations que nous. Voilà, et puis on termine avec les conventions à venir. On vous rappelle qu'il y a les journées européennes du doublage du 10 au 12 mai à Nice. Donc de nombreux professionnels seront présents pour répondre à vos questions. Et puis aussi, on peut noter la Japan Event de Saint-Étienne qui se déroulera les 26 et 27 mai. Chambéry. Alors donc Chambéry, autant pour moi, qui accueillera donc Adeline Chetaille, comédienne entre autres des films des studios Ghibli, comme Nausicaa, Kiki la petite sorcière ou encore récemment Arrietty. Voilà, c'est tout pour les news. On passe maintenant à la rubrique Flash.
Voilà, donc aujourd'hui pour la rubrique Flash, je l'ai dit en début d'émission, on va parler de The Avengers, donc le film de super-héros qui réunit Iron Man, l'incroyable Hulk, Captain America et encore Thor. Donc dans un film américain qui explose actuellement tout au box-office. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette version française ? D'abord, on peut dire qu'elle a été enregistrée au studio Dubbing Brothers. Alors, c'est un peu une habitude maintenant pour les gros blockbusters. Dubbing Brothers, c'est la boîte qui double les films généralement à gros budget dont on attend un minimum d'entrée. La direction artistique a été confiée à Hervé Belon. Alors Hervé Belon, le directeur artistique de la série des Pirates des Caraïbes, mais également de la série Lost, ou encore de Des Mineurs, qui a obtenu l'Oscar du meilleur film, on s'en souvient, en 2010. L'adaptation est signée Philippe Vidcock. Alors Philippe Vidcock, vous le connaissez, il a signé beaucoup d'adaptations pour Disney. C'est un habitué des Avengers puisqu'il a signé l'adaptation française de Iron Man 2 et de Thor. Au niveau du casting, on retrouve Bernard Gabet pour le rôle de Iron Man, Maël Davansoulas pour Captain America, Thierry Desroses évidemment pour Samuel L. Jackson, Nick Fury, Adrien Antoine pour Thor et Alexis Victor pour Loki. Donc c'est un soulagement de voir que tous les comédiens qui œuvraient sur les précédents films de la lignée, donc Iron Man, Captain America, etc., sont de retour pour ce film. Ça fait plaisir, on n'a pas de changement intempestif, on est toujours dans un terrain connu. L'adaptation, elle est assez bonne, honnêtement, je vous conseille de le voir en VF, rien que pour certains bons mots. On notera un magnifique jeu de mots. Je ne sais pas s'il était volontaire, mais moi, quand je l'ai vu en salle de cinéma, ça m'a beaucoup fait rire. À un moment, Iron Man parle de Loki qui s'est échappé et dit « Ils ont eu tort ». Dans le sens, ils ont eu tort, T-O-R-D. Mais, ah là là, on ne peut s'empêcher de penser à Thor, T-H-O-R. Est-ce que c'était fait exprès ? Je ne sais pas, je pense que oui. Je pense en tout cas que le comédien a dû tilter pendant l'enregistrement. Voilà, donc en conclusion, ce film, est-ce qu'il est bien ? Est-ce qu'il est pas bien ? Déjà, oui, le film est bien. Le film est vraiment un des meilleurs films de super-héros de ces dernières années. Concernant le doublage français, c'est pas un doublage, exceptionnel dans le sens où il ne se démarque pas particulièrement. Mais c'est un doublage de très bonne qualité, notamment, donc je l'ai dit, sur l'adaptation. Des bons mots, toujours l'humour. Iron Man, c'est vraiment, le grand comique du film de base. Et en VF, il est aussi drôle, vraiment, pas de souci à ce niveau-là. C'est vraiment une excellente adaptation. The Avengers, à voir en VO ou en VF, moi j'ai envie de vous dire en VF. Voilà, donc on va marquer une petite pause musicale. Et alors justement, je parlais de Captain America, c'est fort à propos, puisqu'on va écouter une chanson du film. Alors pourquoi une chanson du film dans Parlons VF ? Eh bien parce que les studios ont fait l'effort, et je pense que c'est assez impressionnant, ils ont fait l'effort de traduire et d'adapter la chanson, l'hymne de Captain America. Donc c'est quand même un exploit. Je pense qu'on peut dire qu'il est dû à Disney, puisque vous le savez, Disney a racheté Marvel. Donc je pense qu'il y a cette volonté d'élargir son public et donc, comme on le fait pour les Disney, de traduire les chansons. Donc voilà, c'est une chanson de très bonne facture qui a été dirigée de main de maître par Claude Lombard. Alors Claude Lombard qui a travaillé beaucoup avec Disney sur des adaptations, qui a chanté de nombreux génériques. Donc voilà, une excellente chanteuse pour une excellente chanson que je vous propose d'écouter tout de suite. Voilà. Chaque jour défendra le rêve américain, portant bien haut le drapeau du peuple américain. De Washington à LA, c'est le port-bannière étoilé. Elle nous menace, cette guerre qu'il faut gagner demain. Qui donc prendra, c'est vous qui marche au pas de loi dans Berlin. Qui entendra cet appel pour l'Amérique, qui échec ou gloire porte l'espoir de l'Amérique, qui vient prouver qu'on peut gagner. C'est le port-bannière étoilé.
Voilà, donc le porte-bannière étoilé, une magnifique chanson qui rappelle un peu du Disney. C'est vrai qu'il y a un côté avec les chœurs très jolis. D'ailleurs, en regardant le carton de doublage, on peut apercevoir les noms, entre autres, de Bénédicte Lécroard et de Olivier Constantin, qui sont des habitués de Disney. On se souvient par exemple de la performance, on peut parler de performance d'Olivier Constantin sur l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, on passe maintenant à notre rubrique consacrée au monde du doublage. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'histoire du doublage. Comment est-il né? Quels furent les premiers films doublés? Quelles étaient les conditions de travail de l'époque? Et pour en parler, nous avons avec nous par téléphone Monsieur François Justamant. François Justamant, bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous présenter un petit peu. Vous êtes journaliste pour un site web spécialisé, la Gazette du doublage, Oui. qui est affilié au site Objectif Cinéma. Oui. Vous y donnez régulièrement des informations et actualités sur le monde du doublage. Vous avez également fait de nombreuses interviews sur le sujet, des reportages sur le doublage de certains films. Et vous avez écrit un livre sur le sujet qui s'intitule « Rencontres autour du doublage des films et de séries télé » en collaboration avec Thierry Attard et qui est publié aux éditions Objectif Cinéma. Exactement. Alors j'ai envie de vous poser cette question, alors pas si simple. Où et quand est né le doublage? Alors oui, en effet. Donc en fait le doublage, déjà il faut remonter à l'époque du cinéma muet et de la fin du cinéma muet. Comme le disait en fait Marcel Pagnol, le cinéma parlant est la nouvelle forme de l'art dramatique. Et donc à cet effet, le début du parlant, le parlant risquait de mettre en péril la suprématie de Hollywood parce que à cette époque, il y avait quand même des craintes du passage du muet au parlant. Pour des raisons plus économiques que techniques, et donc ces obstacles linguistiques se dressaient quoi. Donc rendant difficile éventuellement les ventes des films à l'étranger. Ouais, l'importation des films américains dans les pays non anglophones. Voilà, exactement. Et en fait, ce qui s'était passé, il y avait aussi des craintes par rapport aux stars hollywoodiennes des années 30, comme Garbo ou d'autres. Les producteurs se demandaient si ces vedettes avaient des voix, disons, on pourrait dire phonogéniques, parce que on pouvait avoir un très beau physique à l'écran, et puis finalement, ou jouer mal la comédie, ou avoir une voix qui n'était pas forcément très agréable. Donc il y avait quand même quelques craintes à ce niveau-là. Donc avant d'entreprendre l'invention en tout cas du doublage, il y a eu ce qu'on appelle en fait une décision de Hollywood d'essayer de faire des versions étrangères de ces films américains. Alors ces versions étrangères, on les appelle aussi sous un autre nom, que sont les versions multiples, c'est-à-dire que Hollywood tournait le même film en plusieurs langues, c'est-à-dire que Hollywood a fait venir des artistes de plusieurs pays, dont la France. Donc ces artistes sont arrivés sur les plateaux américains. Ils retournaient la même scène, voilà. Chaque scène était retournée par un réalisateur du pays, donc voilà, allemand, français, etc. Voilà, et donc en fait on faisait des versions, ce qu'on appelle donc des versions multiples. Alors voilà, je vous parle d'un exemple assez précis. Bon, un des premiers films avec John Wayne qui s'appelle La Piste des Géants, qui est un film de 1931. Ce film a bénéficié d'une version multiple. Donc dans la version américaine jouée donc par les acteurs américains, John Wayne faisait son rôle, et dans la version française, réalisée donc non pas par Raoul Walsh, l'américain, mais par un français qui s'appelle Pierre Coudert. Et donc ce film a eu une version multiple avec des acteurs français, et c'est un acteur un français qui vivait déjà aux États-Unis, qui s'appelle Gaston Glass, qui a fait donc le rôle de John Wayne. Alors la presse française a pas forcément bien accueilli ce type de film, car il disait que les acteurs jouaient plutôt faux, qui récitaient plutôt leur texte. Enfin bon, voilà. En plus, le désavantage de ces versions dites multiples, c'est que ça coûtait quand même très cher aux productions américaines, parce que c'est forcément quand on refait
mettons, je sais pas, 3 ou 4 fois la même scène. Le tournage du film est autant plus long, voilà. Et puis elle est cachée des comédiens, etc., etc. C'était pas la solution la plus C'était pas la solution pratique. idéale, voilà. Hein. C'est vrai que ça faisait travailler un certain nombre d'acteurs, de techniciens, mais ça coûtait quand même très cher. C'est à ce moment que, dans les années 28-29, il y a eu vraiment les débuts, les tout premiers débuts du doublage. Hein, mais c'était vraiment presque artisanal. C'est-à-dire qu'il y avait un anglo-saxon qui s'appelait Edwin Hopkins, qui a inventé ce qu'on appelait à l'époque le dubbing, puisqu'en fait, même en France, au début des années 30, le doublage se dénommait avec cette appellation anglo-saxonne, le dubbing. Donc c'était un procédé d'Edwin Hopkins qui en fait s'agissait en fait de substituer une voix phonogénique, donc voilà, une voix qui est plutôt agréable, à une voix plutôt exécrable d'une vedette encore très à la mode. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, il y avait cette idée en fait de remplacer une voix. Et puis il y avait un autre personne d'origine allemande, Jacob Carroll, qui était en fait le directeur des versions allemandes, donc versions multiples allemandes de la compagnie Paramount, parce que Paramount avait ses studios à Joinville et Paramount faisait ses versions multiples pour toute l'Europe en fait. Et donc Jacob Carroll, lui, il a eu l'idée d'utiliser la technique d'Edwin Hopkins, donc le dubbing. Par contre, lui, pour remplacer le dialogue en VO, par un dialogue en une autre langue. Hein, pas forcément le français d'ailleurs, mais par une autre langue. Donc là, c'est plus vraiment l'idée qu'on connaît actuellement du doublage. Vous voyez, le remplacement de la VO à, mettons, la VF. Donc on peut dire quasiment que l'inventeur de cette idée, c'est cet Allemand-là, Jacob Carroll. D'accord, en servant de l'idée du dubbing qui avait déjà été proposée. Voilà, exactement. À ma connaissance, le premier film ayant subi si on peut dire, ce traitement. Ce traitement, c'était en 1920, vers les années 28, un film qui s'appelle The Flyer, quasiment inconnu, hein, voilà. Il y a eu également en 1929 un film qui est connu comme étant le premier film sonore. Le chanteur de jazz. Le chanteur de jazz, voilà, donc où il y avait 5 mots, je crois, 5 mots de dialogue parlé, simplement. Donc, vous voyez, une expérience vraiment très, très minime. Il y a eu également, à cette époque, un autre film, du célèbre réalisateur King Vidor, qui s'appelle Alléluia. Alors là, c'est encore un petit peu différent. C'est-à-dire que c'était un film qui a été tourné en muet et qui a été en fait post-synchronisé plutôt. Voilà, un traitement de doublage, mais alors que la matière première était un film muet. Donc c'est encore un film Donc différent. en fait, le film a été doublé même en version originale. Exactement. Exactement. Et là, c'est vraiment de la post-synchronisation, parce que l'idée de post-synchronisation, c'est dans une même langue finalement. Hein. Le doublage, c'est de VO à VF, mettons, alors que la post-synchronisation, ça peut être de VF à VF. Vous voyez ce que je veux dire? Le grand exemple qu'on retient, en fait, c'est en 1931. C'est un doublage, en fait, entre guillemets, de grande envergure. C'est-à-dire plus qu'on peut retrouver de nos jours. C'est un film de la Paramount qui s'appelle Désemparé, Dérelict, avec un acteur qui s'appelle George Bancroft, un acteur de l'époque. Et ce film avait été doublé au studio de Saint-Maurice. Ce film-là est en fait, même s'il y avait eu d'autres exemples précédemment, et ce film avait été doublé donc sur le territoire français et par des comédiens français. Voilà. Donc c'était le vrai premier doublage ambitieux, quoi. Exactement. Et alors, malgré ce premier doublage donc de grande envergure, le phénomène des versions multiples, a continué à exister malgré tout. Je crois que les dernières versions multiples ont été réalisées en 1935. Vous voyez, donc en fait, pendant encore quelques années, il y a eu une cohabitation entre le doublage et les versions multiples. Mais les versions multiples, comme je vous disais, étant très coûteuses, peu à peu, elles ont fini par disparaître au profit du doublage. Hein. Et donc, ces versions multiples, elles étaient faites pour la Paramount, en l'occurrence, au studio de Joinville. La Paramount a cessé ces versions multiples, je crois, en 1931. Ils ont fermé leur studio de Joinville. Par contre, à Hollywood, ça a continué un petit peu. Je crois que la Fox, la MGM, la Warner ont fait
fait quelques versions multiples encore. D'accord. Pour vous donner un exemple également, je vous parlais tout à l'heure du film de John Wayne, La Piste des Géants, version multiple. Il y a également un autre exemple qu'on peut relever parce que bon, il est intéressant et puis avec des vedettes de l'époque. C'était un film avec Laurel et Hardy, ça s'appelait Feu mon oncle. Et là par contre, en fait, ils ont demandé à Laurel et Hardy eux-mêmes de jouer leur rôle en français. Alors ces deux acteurs n'étaient pas du tout francophones, hein. Donc en fait ils avaient des panneaux, ils lisaient des panneaux, vous voyez, derrière la caméra. Et donc forcément, c'était très c'était quand même pas forcément très bien joué, et puis c'était quand même avec un accent assez fort, vous voyez. Voilà, on sentait que c'était pas forcément, ils étaient pas forcément très à l'aise, quoi. Exactement, ils étaient pas à l'aise parce que forcément ils comprenaient pas la langue, et puis en fait ils lisaient plus qu'ils ne jouaient, quoi. Enfin, même si leur film c'est surtout un enchaînement de gags et c'est pas forcément des films toujours très bavards, mais il y avait quand même ce phénomène. Et c'est pour ça que par la suite, quand les films de Laurel et Hardy ont vraiment été doublés donc à Paris, c'est pour ça qu'on a choisi des acteurs parisiens mais d'origine anglo-saxonne. Pour conserver justement cet accent que les vrais Laurel et Hardy avaient au départ. Voilà. Donc ça, c'est un peu les origines. Les balbutiements du doublage. À cette époque-là, en France, c'était une nouveauté d'avoir des films américains en version française. Et d'ailleurs, il y avait une sorte de syndicat des acteurs de l'époque, français, qui s'appelait l'Union des artistes, à ne pas confondre avec l'Union des artistes qui existe toujours au Québec, hein, c'est pas du tout la même chose, là c'était bien l'Union des artistes français. Et donc à cette époque, il se disait, les films américains vont envahir le territoire français. Ils pensaient qu'il y aurait plus besoin de faire des films français puisque les films américains auront des voix françaises. Voilà, exactement. Et donc l'Union des artistes avait interdit à ses adhérents de participer à des doublages. Parce qu'en fait, ils jugeaient, il y avait cet aspect dumping, là. Pour eux, il y avait une sorte de pratique malhonnête vis-à-vis du public. Parce qu'il faut se mettre dans le contexte de l'époque, c'est que, vous voyez, se dire, voilà, mettons John Wayne parlant avec une autre voix, eux ils estimaient qu'il y avait quelque part une tromperie. Vous voyez, je sais que notamment en date du 1er mai 1931, ils ont adressé donc cette lettre à leurs adhérents, et puis finalement, cette position a perduré pendant quelques mois, et enfin à la fin de l'année 31, ils sont quand même dit que pouvaient pas faire grand chose, et autant en profiter. Et donc c'est à ce moment-là, finalement qu'ils ont autorisé entre guillemets leurs adhérents à faire véritablement du doublage. Alors en 1932, où le doublage, je dirais, a vraiment eu une sorte d'essor, il y avait quand même près de 4000 comédiens en France qui en faisaient. Alors évidemment, les grands rôles étaient faits par une poignée, on va dire, de comédiens chevronnés, mais dans les petits rôles, etc., il y avait quand même, vous voyez, plusieurs milliers de comédiens français qui en faisaient. Alors ce qu'on peut aussi souligner qui est intéressant, c'est que, à cette époque, donc on parle des années 31, 32, à part peut-être certaines compagnies comme la Paramount à Saint-Maurice, mais sinon les autres compagnies étaient assez mal équipées, vous voyez, en termes de studio. C'était pas vraiment encore au point. Et donc je sais qu'en début de 1932, je crois, la MGM a sélectionné à Paris un certain nombre de talents vocaux et les a fait venir à Hollywood. Ça a duré peut-être une année, et donc pendant cette année 32, il y a un certain nombre de films de la Metro-Goldwyn-Mayer qui ont été doublés à Hollywood. Il y a eu les premiers films avec Greta Garbo,
Et puis finalement, après ensuite, en 1933, les studios parisiens ont commencé à être installés, et donc ces comédiens français qui étaient partis là-bas, certains sont restés là-bas pour travailler dans des films américains ou autres, et d'autres sont revenus. En l'occurrence, la voix française de Greta Garbo, qui était Claude Marcy, est revenue à Paris. Et c'est qu'à partir donc de 1933 où le doublage est devenu une industrie en France. D'accord. Voilà. Merci beaucoup François Justamant. Alors je vous en prie. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent acquérir votre livre Rencontre autour du doublage des films et des séries télé sur Amazon ou bien directement sur le site Objectif Cinéma. Merci de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc on va tout de suite passer sans plus attendre à la partie chronique où on va donc parler d'Amadeus. Amadeus, un film de Milos Forman qui date de 1982 et qui a raflé à l'époque 8 Oscars. Alors Amadeus, de quoi ça parle? Je pense que vous vous en doutez un petit peu. Ça parle de la vie de Wolfgang Amadeus Mozart, mais plus précisément sa vie à travers un homme, Antonio Salieri, qui était donc un compositeur italien et qui voulait célébrer Dieu par sa musique. Mais hélas, il est tombé sur Mozart, qui est un garçon grivois, obscène, qui ne respecte rien, et qui pourtant joue une meilleure musique que lui, enfin compose une meilleure musique que lui. Donc Salieri, pour parler franchement, il est grave vénère, et il va tout faire pour détruire Mozart. Voilà. Donc quelqu'un de pas très gentil, un film donc superbe, vous vous en doutez, s'il a gagné 8 Oscars, ce n'est pas pour rien. Et on va écouter un petit bout de bande-annonce. Inimitable. Jalousé. Désormais, nous deux, nous sommes ennemis jurés. Parce que tu as choisi pour interprète ce vantard, ce garçon obscène, grivois, infantile. Un égoïste, voilà ce que vous êtes, un égoïste. Tout ça, oui, mais oh, combien génial. En certains endroits, j'ai trouvé qu'il y avait... comment dire, un peu trop de notes, Votre Majesté. Oh, pas assez, vous voulez dire? C'est cela, très bonne formule. Un peu trop de notes. Amadeus, dimanche à 20h45 sur Arte. Voilà, donc vous c'est pas ce dimanche, inutile non, de... Voilà, on est navré, mais c'est pas ce dimanche. C'était la bande-annonce, évidemment, qu'a passé Arte pour sa diffusion en octobre 2011. Alors, parlons un petit peu du doublage de Amadeus, puisque c'est de ça dont on veut parler dans notre chronique. J'en perds mes papiers. Quelle est la particularité de ce film? Pourquoi je l'ai choisi? D'abord, parce que je l'aime beaucoup, il faut le dire, je trouve que c'est un excellent film. Mais aussi, et c'est le plus intéressant à mon sens, parce qu'il a eu 2 doublages. Le premier doublage en 1982, donc pour sa sortie au cinéma, dans les cinémas français, et un deuxième doublage en 2002 pour la ressortie en Director's Cut avec 30 minutes de scènes supplémentaires. Parlons un petit peu du premier doublage, donc celui de 1982. C'est sur celui-ci que je vais m'attarder. Alors malheureusement, le nom de la personne responsable de l'adaptation et de la direction artistique n'est pas présente sur le DVD, sachant que l'adaptation consiste en l'écriture des dialogues à partir de la traduction et la direction artistique consiste à choisir les comédiens et à les diriger durant les enregistrements. Fort heureusement, François Justamant nous a informé hors antenne, et on l'en remercie, que la direction avait été signée par Jacqueline Porel. Jacqueline Porel, une ancienne comédienne qui a dirigé des films de renom comme Kramer contre Kramer, Tootsie, 2 films de David Lynch, Dune et Blue Velvet, Good Morning Vietnam, Mrs. Doubtfire. Donc une directrice artistique chevronnée, assez pointilleuse sur la prononciation, mais ça je vais en parler tout à l'heure. Alors est-ce elle qui a également signé l'écriture des textes? Ça, impossible de le dire, même si Monsieur Justamant m'a informé qu'elle le faisait régulièrement sur les films qu'elle dirigeait. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà quand même de l'adaptation? Eh bien que c'est une adaptation de très très bonne facture, dans la mesure où elle reprend, et ça c'est un bel effort, elle reprend les tournures de phrases de l'époque, donc les ça qui sont plutôt des cela, et des tournures un peu plus
sonore, un peu Mais plus on évite rythmé. les Ziva, putain. Voilà, Ce bien genre de sûr. truc. Alors vous riez peut-être derrière votre poste, mais sachez qu'il y a certaines versions françaises qui ne se gênent pas pour actualiser certains dialogues. Donc voilà, néanmoins, donc là, beaucoup d'efforts ont été faits au niveau de l'adaptation. Toujours une bonne prononciation des termes musicaux. Alors vous allez me dire, c'est la moindre des choses pour un film sur Mozart, mais l'effort mérite d'être souligné quand même. Donc voilà, de manière générale, une bonne adaptation, une bonne direction artistique également, un bon choix d'acteur, mais on va en parler tout de suite. Alors dans le rôle de Wolfgang Amadeus Mozart, qui est donc interprété avec beaucoup de talent par l'acteur Tom Hulce, eh bien il s'agit, tu l'as dit Archangel, de Luc Hamet. Donc Luc Hamet, qui est Luc Hamet, vous allez me dire eh bien Luc Hamet, c'est la voix française de Michael J. Fox dans la plupart de ses films, même dans tous ses films, je pense. Donc Retour vers le futur, Fantôme contre Fantôme, mais également donc la série Spin City, ainsi que donc tous les petits caméos qu'il peut faire. C'est toujours Luc Hamet. Il a aussi interprété Roger Rabbit dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, et c'est également la voix, par exemple, de Milo Fatch dans Atlantide, l'Empire perdu des studios Disney. Exact. Alors on va s'écouter un petit morceau des morceaux choisis de sa voxographie. Donc Retour vers le futur, Atlantide, l'Empire perdu et Roger Rabbit. Ah non, Doc, je viens d'arriver, Jennifer est là et on va faire un tour dans le 4x4. Eh bien, tu n'as qu'à l'emmener. Ça la concerne, elle aussi. Hey, pas si vite, mais de quoi est-ce que vous parlez? Qu'est-ce qui nous arrive dans le futur? On va devenir des vieux cons ou quelque chose comme ça? C'est dans le bouquin, ça? Vous avez la page? Tout ce que je lis ici, c'est que le cristal qu'il est vivant, comme si c'était... Je saurais pas l'expliquer. Le cristal, c'est leur divinité, leur source Je d'énergie. ne comprends rien à ce que vous dites. Ils sont en lui, il est en eux. Mais il faut pas que je traduise littéralement. Dépêchez-vous de traduire. Bon, d'accord, vous traduisez mon texte et moi je tiens votre flingue. Je ne savais pas où était votre bureau, alors j'ai demandé aux marchands de journaux, ils savaient pas. Alors j'ai demandé aux pompiers, à l'épicier, au boucher, au boulanger, aucun d'eux ne savait. Mais le petit caviste, lui, il savait. Oui, autrement dit, toute la ville sait que tu es ici, alors... Il dit calmez-vous, voulez-vous... Je vous en prie, ne me sautez pas dehors, vous commettez une grande erreur, je n'ai fait personne, Alors, Luc Hamet est-il bon dans Amadeus, premier doublage? La réponse est oui. Oui, sans l'ombre d'un doute, Luc Hamet est excellent. Excellent dans le sens où il arrive à interpréter toutes les facettes du personnage. Il arrive à être arrogant, il arrive à être téméraire, têtu. Un petit peu frivole, voilà, c'est toutes les personnalités évidemment que Tom Hulce montre dans le film. Eh bien, Luc Hamet arrive à les transcrire à merveille avec sa voix que l'on aime tant. Il arrive à y mettre beaucoup d'énergie, il y met vraiment beaucoup d'énergie et c'est appréciable. Mais je vous laisse juger, on va s'écouter un petit morceau de sa prestation dans Amadeus. En revanche, est-ce réellement un thème bien approprié pour notre théâtre national? Pourquoi pas? C'est très charmant. Oh, rassurez-vous, je ne montrerai pas de concubines dévoilant leur... Ce sera très décent. C'est tout à fait moral, Majesté. Cela exalte véritablement les vertus allemandes. Excusez-moi, Majesté, mais peut-on me dire quelles sont ces vertus? Venant d'ailleurs, j'aimerais qu'on m'éclaire. L'amour, sire. L'amour, bien sûr. Il va de soi qu'en Italie, nous ne savons rien des choses de l'amour. Non, vous en ignorez tout. Enfin, si on s'en réfère à vos opéras. Des sopranos mâles si égosillent, des couples gras et stupides roulent des yeux exorbités. Rien à voir avec l'amour, ce n'est que pure foutaise. Majesté, vous choisissez la langue, et moi je me ferai un devoir de l'orner de la plus belle musique jamais offerte à un monarque. Donc vous entendez qu'il y met quand même de l'énergie, de la bonne volonté, et ça c'était pas toujours le cas en 82. Donc Luc Hamet interprète un très très bon Mozart, à n'en point douter. Maintenant parlons aussi de son adversaire, Antonio Salieri, qui est interprété par F. Murray Abraham. Concernant sa voix française, eh bien sa voix française c'est celle de Jean Topart. Alors Jean Topart, encore une fois un comédien célèbre, émérite.
autant peut-être en tant que comédien de doublage que comédien tout court. En effet, il a fait beaucoup de films, de pièces de théâtre. Il a fait notamment une pièce de théâtre avec Daniel Darieux, dont on écoutera un petit extrait tout à l'heure. Il fait également beaucoup de narration. C'est lui qui fait la narration, par exemple, dans la série télé Belphégor. C'est lui aussi qui narre les documentaires des mystérieuses cités d'or. Et c'est également lui, par exemple, qui fait la voix de Zeus dans Ulysse 31. C'est également lui qui a doublé la narration, encore une fois, de La Planète au Trésor des studios Disney. En termes de prestations réelles, il a aussi joué dans le feuilleton français Rocambole, qui est quand même assez connu. Donc on va s'écouter encore une fois un petit bout de sa voxographie. Donc, Comme un oiseau, la pièce de théâtre de 1965 avec Daniel Darieux dont je parlais tout à l'heure, un extrait de sa narration de Belphégor et un extrait de sa narration dans les mystérieuses cités d'or. Vous voilà d'accord, tous les deux, pour vous foutre de moi. Non, Bill n'y est pour rien, c'est moi. Je n'ai pas rompu avec lui comme je te l'avais promis. Mais bien sûr, m'as-tu jamais dit la vérité sur quoi que ce soit? Je t'ai dit que je t'aimais. Et c'était vrai. J'ai longtemps pensé que nous parlions la même langue, toi et moi, c'était faux. Il a fallu qu'un type tombe de sa bicyclette pour que je m'en aperçoive, mais je t'assure que j'ai compris la leçon. Vrai? Faux? L'important est que la légende existe. Le monde moderne a autant besoin de rêves que de certitudes. Des objets, des gens, pittoresques, bizarres, curieux, insolites. Bref, des gens dont on ne sait pas toujours ce qu'il faut en penser. Les Espagnols ne découvrirent jamais Machu Picchu, la ville secrète des Incas. C'est un jeune explorateur américain, Bingham, qui découvrit un jour cette ville étonnante, flottant entre les cimes. Voilà, donc la voix, vous l'entendez, posée, grave, rassurante quelque part, de Jean Topart, pardon. Au revoir, à bientôt. Donc voilà, une très très jolie voix qui nous berce. Alors, qu'en est-il dans Amadeus? Eh bien, dans Amadeus, cette voix sert complètement le personnage de Antonio Salieri. En effet, Salieri affiche toujours un calme impassible, en même temps il ne faut pas qu'il soit démasqué. Il affiche toujours une sérénité, mais avec toujours une gravité dans la voix que seul Jean Topart sait afficher. Il y a toujours aussi un petit sentiment de colère qu'il arrive à jouer avec beaucoup de finesse. Et puis voilà, c'est vraiment une voix qui correspond vraiment à la voix de F. Murray Abraham. C'est vraiment éblouissant la manière dont Jean Topart sert ce personnage, donc avec beaucoup de talent. Et on va encore une fois écouter un court extrait d'Amadeus où Jean Topart s'exprime en tant que Salieri. Désormais, nous deux, nous sommes ennemis jurés. Toi et moi. Parce que tu as choisi pour interprète ce vantard, ce garçon obscène, grivois, infantile. Et que ma seule récompense sera d'être le seul à reconnaître ton incarnation. Puisque tu es injuste, déloyal, cruel. Je te ferai obstacle, je le jure. J'entraverai, je ferai du mal à ta créature sur terre de toutes mes forces. Oui, moi, je veux ruiner ton incarnation. Voilà, donc la voix de Jean Topart, vous l'entendez, il arrive à mettre dans cette voix de la force, de la colère, de la rancune envers Mozart. Ça s'entend, la manière dont il parle, de cet être arrogant, la manière dont il... c'est toujours les tons toniques dans les voix qui sont toujours très importants dans le doublage. Là, il arrive vraiment à les mettre là où il faut, et à y mettre beaucoup de conviction sans être dans la caricature du personnage énervé, ce que Pierre Dourlan ne réussira pas, mais on en parlera tout à l'heure. Donc, ce duo, car c'est un duo Mozart-Salieri, donc Luc Hamet et Jean Topart, vraiment a une force vraiment considérable qui sert vraiment le film. Le film en VO est vraiment magnifique, mais le film en VF a vraiment une force grâce à ces interprètes français qui mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage sans tomber, encore une fois, dans le jeu d'acteur caricatural comme c'est le cas parfois. Donc vraiment, on a un duo vraiment fort, quoi.
Et pour vous le prouver, on va encore s'écouter un petit extrait du film, une scène commune à Mozart et Salieri. On écoute et on en parle après. Nous finissons en fa majeur. Oui. Alors maintenant, la mineure. D'abord les voix. Les basses. Deuxième temps de la première... Quelle mesure? À 4 temps. Deuxième temps de la première mesure. En la. Confutatis. Deuxième mesure, deuxième temps. Maledictis. Vous y êtes? Oui, ré dièse, je pense. Oui, bien sûr. Oui. Deuxième temps de la troisième mesure en mi. Flammis acribus addictis. Pause. Maledictis flammis acribus addictis. Vous y êtes bien? Oui, je crois. Faites voir. Voilà, donc on a entendu cette courte scène. Une courte scène, ma foi, très, très forte parce que c'est une scène qui se déroule à la fin du film. Alors, je pense ne spoiler personne en annonçant qu'à la fin du film, Mozart meurt. Mais voilà, il est connu aussi pour être mort jeune et c'est aussi tout le propos du film. Il y a vraiment beaucoup de force dans cette scène. On est dans les derniers instants de Mozart puisqu'il met beaucoup de douleur dans cette voix. Il parle à demi-mot, en soufflant très fréquemment. Donc voilà, c'est vraiment la fin. Et on peut entendre les deux comédiens jouer avec beaucoup de justesse. Salieri, dans cette scène, retranscrit ce que lui dit Mozart, tout en nourrissant évidemment des aspirations meurtrières. C'est une scène très forte et la VF sert complètement cette scène. Voilà. Sublime, n'exagérons peut-être pas, mais en tout cas, c'est vraiment une force. Vraiment, j'insiste là-dessus. Alors, il n'y a pas évidemment que Jean Topart et Luc Hamet dans cette version française. On peut également citer Patrick Poivet, la voix française de Bruce Willis, qui joue le rôle interprété par Simon Callow. On peut également citer notre cher Claude Giraud, donc voix française de Tommy Lee Jones, de Alan Rickman, donc le professeur Rogue dans la série des Harry Potter. Ulysse 31. Ulysse 31, évidemment, qui interprète le rôle de l'empereur, interprété donc par Jeffrey Jones. Et enfin, on peut également citer dans le rôle de l'épouse de Mozart, Constance, Maïk Dara, donc la voix française de Whoopi Goldberg, de Courtney Cox, une voix très célèbre, donc qui joue le rôle de Constance Mozart. Voilà, donc cette version française, cette première version française est vraiment d'une très bonne facture. Je pense que vous l'avez compris au fur et à mesure que j'en parlais. Il y a vraiment une force qui se dégage de cette version française. Cette version française, elle a une âme et c'est assez rare pour qu'on puisse le souligner. C'est ce que reprochent souvent les gens en version française actuelle. Là, il se trouve que cette version française, je l'ai découvert récemment, donc la nostalgie n'y change rien. C'est une bonne version française avec beaucoup de talent, le talent de Luc Hamet et de Jean Topart, qui donc mérite qu'on s'y intéresse. Maintenant, je vais parler du deuxième doublage français, celui de 2002. Alors, pourquoi un deuxième doublage français ? Eh bien, c'est la question que je me pose, je vous avouerai. En fait, il y a eu une Director's Cut de Amadeus. La version cinéma qui est sortie fait 2h30. Cette Director's Cut fait 3h. Il y a donc une demi-heure de scènes supplémentaires. Pas besoin de sortir vos calculatrices, je vous le dis. Une demi-heure en plus. Et pour cette demi-heure en plus, on a décidé de refaire complètement le doublage. Ce qui est, je trouve, toujours dommage dans la mesure où tous les comédiens sont frais et bien portants. Pourquoi ne pas les rappeler pour doubler les scènes supplémentaires ? Voilà, ouais. Et non, hélas, je pense qu'il y a aussi le fait qu'on voulait faire une bande sonore Dolby stéréo, voilà, 5 points. Home cinéma. C'est toujours triste. Certains redoublages sont bons, il faut le dire. Mais c'est dommage qu'on choisisse toujours la solution de redoubler tout un film plutôt que de redoubler certaines scènes et de remasteriser une bande sonore qui est remasterisable. Les Américains le font. Nous autres Français, on a des techniciens que le monde entier nous envie. On peut très bien se débrouiller pour remasteriser des versions françaises. Mais hélas, ce n'est pas toujours possible. Ce deuxième doublage, il a été réalisé au studio Rosebud en 2002. Donc, on retrouve Luc Hamet, donc ils l'ont repris pour le rôle de Wolfgang Amadeus Mozart. Dans le rôle de Salieri, on retrouve Pierre Dourlan. Patrick Poivet, qui doublait donc Simon Callow, est remplacé par Constantin Papas. Constantin Papas que vous pouvez entendre actuellement dans la série à succès Game of Thrones. Il joue le nain Tyrion.
Nous avons également Alain Doutet et Céline Monsarrat. Donc Céline Monsarrat, la voix française de Julia Roberts. Et Bulma. Et Bulma, voilà. Un casting à la fois prometteur et à la fois décevant dans la mesure où on constate l'absence de Jean Topart. On notera néanmoins que, tout comme Luc Hamet, Claude Giraud a repris son rôle de empereur d'Autriche. Quid de cette version française? D'abord, parlons de Luc Hamet. Alors, vous allez me dire, ils ont repris Luc Hamet, donc c'est fantastique. Luc Hamet va pouvoir peut-être améliorer sa première prestation. Eh bien, non, comme l'a dit Archangel, les redoublages sont souvent en deçà. Pas toujours, mais souvent. Et donc là, on a une prestation un peu diminuée de notre Luc Hamet. Mais je vous propose d'en être juge vous-même. On va s'écouter un petit extrait de la première version de Amadeus Mozart et la deuxième version juste après, et on en parle tout de suite après. Il y a des choix plus élevés. Élevé, des choix élevés, on entend que ce mot-là, élevé. Eh ben j'en ai une véritable nausée, moi, de toutes ces fariboles élevées, toutes ces vieilles lunes. Pourquoi faudrait-il sempiternellement ne composer que sur le passé, les dieux et les légendes? Parce que ce sont eux qui durent. En fin de grâce, il y a des choix plus élevés. Ah, élevé, des choix élevés, on n'entend que ce mot-là, élevé. Eh bien, j'en ai une véritable nausée, moi, de toutes ces fariboles élevées, toutes ces vieilles lunes. Pourquoi faudrait-il sempiternellement ne composer que sur le passé, dieux et légendes? Parce qu'ils durent. Voilà, donc je pense que ce n'est pas mes oreilles qui me jouent des tours. Je pense que vous avez entendu cette baisse d'énergie. Alors vous vous dites, oui, mais peut-être que Tom Hulce en fait moins aussi et que Luc Hamet a voulu corriger le tir. Eh bien non, encore une fois, je ne peux pas vous montrer les images, mais Tom Hulce, il met vraiment beaucoup d'énergie. Luc Hamet, il mettait aussi, vous l'avez entendu, de l'énergie dans cette première version française. Dans la deuxième, vous l'entendez, une petite baisse de régime, une petite baisse d'énergie. Il a voulu jouer peut-être plus en subtilité, mais hélas, ça ne fonctionne pas dans la mesure où le personnage est vraiment en colère dans cette scène, et donc c'est dommage de constater qu'il est en deçà. Voilà. Donc, parlons un petit peu du reste de casting. Alors, rapidement, on va parler surtout de Pierre Dourlan. Pierre Dourlan qui est donc Salieri. Alors Pierre Dourlan, vous le connaissez comme la voix française du professeur Charles Xavier dans la quadrilogie de films X-Men. Vous le connaissez également en tant que Lionel Luthor dans la série Smallville. Et il a également doublé Ian McKellen dans le remake de la série Le Prisonnier en 2009. Et Duncan MacLeod dans Highlander, la série. Exactement. Merci beaucoup Archangel. Donc, quid de Pierre Dourlan, quid de sa prestation? Eh bien, hélas, elle est un peu en deçà de ce qu'on était en droit d'attendre en succession de Jean Topart. Il est moins crédible. Voilà. Et le personnage de Salieri, on l'a dit tout à l'heure, est plus nuancé, avec une voix toujours basse, grave, jamais vraiment forte, mais avec toujours de la subtilité et de la colère dans la voix qui s'entend sans hausser la voix. Pierre Dourlan n'arrive pas à jouer dans toutes ses subtilités, et donc c'est un peu dommage parce que il est déjà en dessous de la VO, ça c'est presque normal, mais surtout il est en dessous de notre cher ami Jean Topart. Donc il est en dessous de tout, si je peux faire un petit jeu de mots. Non, n'exagérons pas. Et c'est là où je veux en venir aussi. Cette VF n'est pas mauvaise. Elle est juste extrêmement moins bonne que la première. Mais voilà, moi je tiens toujours à chaque fois à faire la part des choses. Cette version française n'est pas mauvaise. Il y a quelques problèmes, je ne peux pas vous le montrer, mais il y a quelques problèmes de post-synchronisation. C'est-à-dire que parfois les voix ne sont pas calées avec les mouvements des lèvres, alors que la première version française faisait un travail d'orfèvre à ce niveau. Donc c'est un peu dommage, mais... Voilà, il ne faut pas dire que cette version française est mauvaise. Elle a des points faibles, c'est vrai, mais ça reste une version française de bonne facture grâce à Luc Hamet qui, même s'il est en dessous de sa première performance, est bon. Pierre Dourlan, même s'il est en dessous de Jean Topart, il est quand même... Il s'en tire, voilà. Il faut pas non plus...
les gens ont souvent tendance à exagérer leur avis d'une mauvaise version française. Il faut savoir faire la part des choses. Cette version française n'est pas mauvaise, elle est juste moins bien. Voilà. Elle a dû être faite plus rapidement aussi, je pense. Voilà, il y a aussi ça, il y a aussi le fait que c'est parfois fait plus rapidement. C'est triste, mais c'est ainsi. Alors donc du coup, car c'est un petit peu le temps de faire la conclusion, VO ou VF ? Eh bien, c'est un peu compliqué. Moi, je vous dirais, déjà, de manière générale, d'aller le voir. Parce que Amadeus, c'est vraiment un grand film, un chef-d'œuvre, vraiment, de Milos Forman. Milos Forman qui avait réalisé, quelques temps plus tôt, Vol au-dessus d'un nid de coucou, avec Jack Nicholson. Là, il récidive avec un film vraiment brillant à tous les points de vue, donc vraiment un excellent film. Version française, version originale, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller, tant que vous le pouvez, acheter le DVD simple du film, l'édition DVD 1 DVD, pas Director's Cut, parce que ça va être la seule édition où vous trouverez la version française d'origine. Parce que cette version française d'origine, elle vaut le coup. C'est vraiment une version française, je l'ai dit, je me répète, mais c'est vraiment une excellente version française. Les personnages, les comédiens, ils mettent beaucoup d'énergie, l'adaptation est bonne. Pourquoi se priver d'un tel délice auditif ? Donc voilà, moi je vous dirais à choisir entre la version française et la version originale. Pour la première version française de 1982, il faut le regarder en version française. Si vous ne le regardez pas en version française, vous passez à côté de quelque chose. Alors, je ne vous dis pas de vous priver de la version originale, évidemment, mais jetez un coup d'oreille à cette version française qui vaut vraiment le coup. Maintenant, si on parle de la version de 2002, du redoublage de 2002, mettez-le dans un coin, car à choisir entre la version française de 1982, la version originale et cette version-là, si vous voulez voir le film en Director's Cut, choisissez la version originale en ce qui concerne la Director's Cut. Parce que, voilà, la deuxième version française est vraiment en deçà, vraiment ça s'entend. Pour conclure, s'il faut voir le film Amadeus, c'est en édition DVD simple, en version non Director's Cut, version cinéma, et en VF, voilà. Il est maintenant temps de conclure cette émission avec la rubrique Interview. Et aujourd'hui, nous allons remonter en juillet 2011 au festival Comic Con à Paris pour interviewer 4 comédiens de la série de films Harry Potter. Alors nous sommes aujourd'hui avec 4 comédiens très talentueux qui ont travaillé sur la version française de la saga, parce qu'on a 8 films maintenant, la saga Harry Potter. Donc nous avons Dove, bonjour, merci beaucoup. Merci. Nous avons Kellyanne. Bonjour. Alors donc Kellyanne, voix française d'Harry, Dove, j'ai pas présenté, voix française de Drago. Kellyanne, oui pardon, je suis désolé. Alors nous avons également Olivier, voix française de Ron. Et nous avons Margot, voix française de Ginny Weasley. Bonjour. Alors depuis le 6e opus par contre. Ouais. C'est ça, ouais. D'accord. Alors merci beaucoup d'être avec nous. Comment vous êtes rentré dans le bousin, on va dire, Harry Potter, la grosse saga, la grosse machine Harry Potter? Moi je venais de commencer le doublage depuis 6 mois à peu près et la directrice de la version française, donc c'était une boîte de doublage de l'époque, m'a fait faire un casting, m'a appelé pour faire un casting sur Harry Potter. Donc j'ai fait un essai sur Ron Weasley et voilà, j'ai attendu la réponse et après l'été passé et j'ai eu la réponse favorable, donc voilà. Donc moi ça faisait 1 an que j'étais dans le doublage. Donc mon nom commençait à tourner un petit peu partout et donc la directrice de plateau, Jenny Gérard, a entendu parler de moi, elle ne me connaissait pas du tout, elle a entendu parler de moi, donc elle m'a fait passer les castings sur Ron et sur Harry. D'accord. Et donc pareil, l'été est passé et en septembre à peu près, j'ai appris que je faisais Harry et j'étais très content. Donc moi c'est un peu pareil, je faisais partie d'une troupe de théâtre et donc un monsieur était passé pour nous demander si on était intéressé. Donc on a à peu près tous dit oui, donc on a tous fait des essais et puis quelques mois plus tard on a passé les castings. Personnellement j'avais passé le casting pour Dudley et donc 1 mois plus tard je faisais Drago Malfoy. Et moi je faisais déjà un petit peu de doublage avec la directrice de plateau. J'avais été sur un autre film cinéma qui était sorti un petit peu avant, qui s'appelle 10 000. Et donc elle a pensé à moi pour Luna Lovegood d'abord. Et que j'ai pas eu, et après j'ai passé aussi pour Ginny Weasley que j'ai eu cette fois, donc voilà.
Est-ce que vous aviez lu les livres avant de commencer le doublage, ou alors après coup, est-ce que vous vous y êtes mis, ou alors vous les avez jamais lus du tout? Alors pour ma part, en fait, quand j'étais appelé pour le casting, je les avais pas du tout lus. On me les avait offerts, mais bon, je les avais pas lus, j'avais rien fait, donc j'ai passé le casting, et là je me suis dit, je vais peut-être m'y intéresser quand même pour savoir de quoi ça parle. Et donc j'ai commencé à lire le premier, puis le deuxième, puis le troisième, je les ai tous dévorés. Et donc je les ai lus, voilà, je les ai lus pendant les vacances d'été. Et c'est une fois que je les avais tous lus que j'ai appris que j'étais pris sur Harry. Et donc c'était d'autant plus une grande joie que je les avais tous lus, que je les avais tous dévorés. Non, moi je les avais lus à l'inverse. Je les connaissais, j'étais déjà fan de la saga avant d'avoir le casting, donc c'était d'autant plus excitant d'être appelé pour faire le casting, parce que je connaissais déjà tous les personnages, donc c'était fabuleux. Et en plus d'être appelé et d'effectivement faire une voix, c'est grandiose, quoi. Surtout quand on est fan d'une saga comme celle-là. Moi je suis un peu dans le même cas qu'Eliane. Quand on m'a appelé pour faire l'essai d'Harry Potter, je connaissais pas du tout, enfin j'en avais entendu parler à l'école. Parce que j'avais des amis qui lisaient, mais enfin j'étais pas encore fan d'Harry Potter. Et quand j'ai vu le film, je me suis dit que c'était un monde assez qui m'attirait, quoi, et j'étais curieux de savoir ce qui se passait dans les livres. Donc j'ai lu les livres, et à la rentrée, quand on a commencé le film, du coup, tous les personnages, comment tu les avais imaginés et tout, et ben c'était une autre façon de les imaginer, mais c'était quand même bien présenté, je trouve. Et moi, comme je suis arrivée un peu après, je les avais déjà tous lus, tous dévorés. et ben moi, du coup, j'étais totalement consciente de l'ampleur que ça avait eu. Et donc, moi, j'étais vraiment ravie de participer à l'aventure, d'autant plus que j'avais justement lu les livres. Et c'est pas un peu dur de commencer sur le 6 quand on connaît déjà la fin de son personnage? Je la connaissais pas parce que, en réalité, j'avais pas lu le dernier. D'accord. Pour revenir un petit peu sur le début de la série, donc vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez très jeune au moment où ça a commencé. Vous aviez quand même fait du doublage pour certains. Qu'est-ce que ça fait de faire ces premières armes, j'ai envie de dire, dans une grosse machine américaine où vous saviez que vous partiez pour un peu longtemps, quoi? Bah, en fait, nous déjà quand on a commencé, on nous avait dit qu'il y aurait que 3 films. Il n'y avait que 3 films que prévus, donc on pensait pas que ça allait durer 10 ans déjà. Et donc en plus le fait qu'on soit très jeune et de commencer sur un film comme ça où il faut faire très attention, il faut travailler pour essayer de rendre le mieux possible, bah, ça nous a fait travailler, on a eu une expérience de fou grâce à ça en étant jeune, une chance inouïe justement d'avoir le temps de travailler et de se former en fait avec un film aussi puissant que celui-là. En fait. Je pense que c'est vraiment une chance parce qu'on a plus de temps sur les gros films comme ça de travailler. Et donc en étant jeune et en se formant en même temps, c'est vraiment inespéré et c'est vraiment génial. Finalement, quand on est jeune, moi je le prenais aussi comme un jeu. Le fait d'être 3 enfants sur un film de cette importance, on évoluait dans quelque chose avec des potes, voilà, donc c'était un peu plus facile, je pense. Et puis la directrice de plateau était très gentille avec nous, donc ce qui nous a permis de développer tout ce qu'on avait envie de faire, de s'exprimer vraiment dans ce film. Et du coup, c'est ce qui donne, je pense, pour des films où on est super jeune, je pense qu'ils sont bien doublés quand même, c'est des bons films. Voilà. Non, c'est un peu pareil. Quand on sait qu'on va faire une grosse saga, en plus, à l'époque, je les avais déjà lus, donc je savais déjà l'ampleur que ça avait. C'était grandiose et inimaginable, et même si effectivement les films n'étaient pas assurés jusqu'au bout, les acteurs n'étaient pas assurés de faire les 7, enfin 8, on sait on espère qu'on continue, et quand on se disait en 2001 par exemple, on sait que ça va continuer minimum jusqu'à 2010, c'est un peu la folie, et ça rend le truc vraiment intéressant, quoi. Pour rebondir un petit peu, est-ce que, parce que c'est pas toujours le cas dans les doublages, surtout les doublages de films, est-ce que vous enregistrez ensemble quand vous avez des scènes ensemble? Alors moi en fait je suis présent tous les jours de doublage. D'accord. Je suis là tout le temps et donc j'enregistre avec les gens. Par exemple lundi ce sera Aaron, mardi ce sera Dove, etc. Et donc moi je suis là tout le temps, mais donc on enregistre ensemble, pas tous ensemble parce que c'est pas possible, mais on essaye le plus possible de jouer les scènes ensemble avec les autres comédiens. C'est tout de suite plus facile quand on a la réplique dans l'oreille, forcément de jouer. Tu as quelque chose à rajouter?
c'est toujours très agréable de doubler ensemble avec que ça se répond quoi en fait. Et je pense que ça dessert bien le film et le jeu des acteurs de pouvoir doubler ensemble. Donc c'est favorable. Je suis totalement d'accord. Merci. Moi aussi. D'accord. Bon, tout le monde est d'accord, c'est parfait. Est-ce qu'il y a un épisode, est-ce que vous avez un épisode préféré? Et puis ensuite, est-ce qu'il y a un épisode que vous avez trouvé particulièrement intéressant à doubler pour étoffer votre jeu, pour jouer pour jouer plus de facettes du personnage? Est-ce qu'il y a un épisode qui vous a marqué plus que d'autres en termes de doublage? Moi, celui que j'ai vraiment bien aimé, c'était le 4, la coupe de feu. D'accord. Et en termes de jeu où l'acteur a bien évolué, je trouve que c'est dans le dernier, l'avant-dernier là, où on voit Harry Potter, Ron et Hermione qui sont un peu seuls face aux autres quoi. Et donc du coup en termes de jeu ils sont beaucoup plus présents et pareil nous aussi on a dû développer un jeu, on a dû travailler ça pour que ça rentre bien quoi et qu'on puisse voilà. Sinon dans les préférés forcément il y a le premier. Parce que c'était la découverte de tout et donc j'étais tout jeune, etc. Mais c'est vrai que dans les deux derniers voilà, qu'on a doublés, c'est vrai que il y a tellement c'est tellement noir, etc. Et c'est vrai qu'on s'est mis vraiment la pression avec Olivier aussi pour essayer de vraiment rendre un truc vraiment propre. Et donc c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé et on a essayé de faire le mieux qu'on pouvait. Et sachant que ouais, dans le dernier et l'avant-dernier c'est tellement sombre, il faut tellement être concentré, c'est tellement noir qu'il faut vraiment être à fond dedans pour sortir quelque chose des tripes en fait. Mon livre préféré c'est le 4. Mon film préféré c'est les deux premiers parce que c'est vraiment la magie, mais celui que j'ai beaucoup aimé de faire c'est le 6 parce que c'est le seul où finalement mon personnage prend un petit peu d'ampleur par rapport aux autres, parce que dans les premiers films il est vachement un peu heureux, dans le 6 aussi. Voilà, mais dans le 6, ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment torturé dans le sens entre le fait de vouloir faire plaisir à son père et à Voldemort et le fait en même temps qu'il est perdu, quoi. Et ça, c'était vraiment intéressant à faire, quoi. Oui, moi comme Dove, mon personnage s'est vraiment développé dans le 6, là où je suis arrivée en fait. Et moi, oui, c'est vrai que c'est vraiment le 6 que j'ai bien aimé faire parce que elle était vraiment assez présente. Et puis il y avait l'histoire d'amour et tout, donc c'était mignon. Voilà. Mais le dernier, c'est vrai qu'il était aussi très, très sympa parce que c'est le dernier, quoi. Donc c'est toujours, ça fait toujours un truc, quoi. Quels sont vos futurs projets? Est-ce que vous allez continuer dans le doublage, suivre ces comédiens, ou est-ce que vous allez essayer de faire du théâtre, travailler, faire les castings d'autres choses et essayer un petit peu d'évoluer dans le milieu professionnel, on va dire? Alors finalement Harry Potter ça s'arrête, mais en termes de projets de doublage par exemple, il y a toujours des séries, d'autres films, d'autres téléfilms en cours où on nous appelle toujours pour faire d'autres choses. Ça nous a ouvert des voies je pense pour la plupart les films d'Harry Potter. Ensuite continuer pour faire du théâtre, moi ça me tenterait vachement. Pour l'instant j'ai pas trop le temps, mais dans un an ou deux reprendre le théâtre pour ensuite faire quelque chose, pourquoi pas. Mais c'est sûr que j'ai pas envie d'arrêter ce côté artistique en moi et de pouvoir évoluer et me développer, quoi. C'est vrai que oui, donc voilà, pour les doublages on en a toujours, ça continue et je pense que ça continuera encore un bon moment parce que voilà, avec les séries, le Harry Potter c'était une fois tous les ans et demi à peu près. Et on a toujours eu du travail toute l'année, donc là tout de suite, ça va continuer, j'espère et je pense. Est-ce qu'on va suivre les personnages? Ça, on l'espère. Pour l'instant, moi je l'ai fait dans 2 autres téléfilms. Après, je sais qu'il a fait Woman in Black et j'espère être pris dessus. Ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Et pour le théâtre, oui, pareil que Olivier, en ce moment on n'a pas trop le temps parce qu'avec Olivier, on a décidé et puis avec Dove aussi, pareil, continuer les études pour être sûr d'avoir un diplôme, pour être sûr de se mettre sereinement dedans. Mais c'est vrai que prendre le théâtre et faire quelque chose derrière au théâtre, ce serait très 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 intéressant et ça me tente vraiment aussi, ça me démange beaucoup. Et moi c'est vrai que j'adore le doublage et comme disait Olivier, on a toujours des projets un peu en cours en doublage. Mais ouais, moi je suis plus
Enfin, j'ai suivi une école de théâtre et donc moi je suis très théâtre. J'ai joué aussi cette année au théâtre et moi le cinéma me brancherait bien. Et puis j'ai des projets musicaux aussi. Voilà. Un peu comme Kélène Olivier, voilà, je poursuis mes études et j'ai vraiment envie d'aller au bout parce que c'est quelque chose que je veux pas arrêter, surtout pas. Et le doublage, c'est une vraie passion. Après, j'aimerais beaucoup continuer. J'espère pouvoir suivre l'acteur et avoir d'autres projets. J'espère. Et puis, j'ai aussi des projets dans la musique. Et donc, on verra bien comment ça va se passer. D'accord. Ben, c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. Bon, merci beaucoup à tous les quatre. C'est vraiment sympathique d'avoir accepté cette interview. Donc voilà, je vous rappelle que si vous avez des questions sur le doublage, vous n'hésitez pas à vous envoyer un mail à parlonsvf, parlonsvf, @misterfox.fr, misterfox.fr. Et donc, si vous avez une question sur le doublage, je n'hésiterai pas à vous répondre. Vous pouvez aussi rejoindre le Facebook de l'émission, facebook.com/parlonsvf, ou alors le Twitter de l'émission, twitter.com/parlonsvf. Donc voilà, je vous rappelle également que ma parole n'est pas parole d'évangile et que vous avez parfaitement le droit de ne pas aimer la version française d'Amadeus. Je ne prétends pas avoir la science infuse. Je vous dis quant à moi peut-être à une prochaine fois. Et surtout, n'oubliez pas... Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule.